J'ai fait 3 mois, 6 mois après, je suis allé expliquer mon problème, mais ils avaient déjà bouclé la nouvelle liste. Donc, je suis allé faire un test au satellite après, mais je ressentais toujours cette même douleur là, quand j'accélère. Donc, on devait opérer le genou. Après, je n'ai pas voulu. C'est souvent, si c'est mal opéré, tu peux plus courir. Donc, on a essayé de traiter un peu traditionnellement, mais après, là, j'ai augmenté et puis voilà comment mon foot est resté. Mais malgré ça, je me suis formé à être entraîneur. Je suis allé faire mon diplôme d'entraîneur. Là, j'ai eu le premier degré, qui est la licence D, qui est cette licence-là qui nous permet d'entraîner les centres de formation. Voilà, jusqu'à ça. Et après, on va passer la licence C. Donc, j'attends le lancement actuellement. Dès qu'on lance, je vais m'inscrire la licence C qui va me permettre au moins d'entraîner district ou bien d'être adjoint d'un entraîneur de Ligue 2. Et ainsi de suite, on a la licence B et la licence A pour les équipes nationales. Donc, c'est des étapes. Parfait. Tu restes dans ta passion du football, mais pour quelqu'un qui t'est promu un bel avenir dans le monde footballistique, aujourd'hui qui se retrouve dans l'humour, c'est clair que ça te réussit super bien. Est-ce qu'il n'y a pas un regret quelque part? Bon, au début, forcément, on regrette. On dit, hey, si je n'avais pas été blessé, si le ballon là était bon, que j'étais footballeur actuellement là, c'était bon. Mais après, avec le temps, on s'est dit, mais c'est qu'on n'y était pas destiné. C'est que ce qui nous était destiné, c'était l'humour. Et en plus, c'est naturel. L'humour était à moi, je n'ai jamais voulu faire de ça une profession. Moi, c'était juste pour enjailler mes collègues, mes camarades de classe, mes amis de l'équipe, au quartier, taquiner, faire des concours de blagues, d'humour, de rire. Je voulais plutôt jouer au football et puis chanter. Et la vie a fait que j'ai contracté la blessure. Après ça, j'étais au quartier, je ne faisais plus rien. Puisque c'est au football que j'avais mes primes de match, primes de transport et tout, je ne faisais plus rien. Donc, j'ai un ami qui m'a proposé d'être vigile. Je pouvais aller voler, braquer, vendre drogue, arnaquer, brouteur, je ne sais pas, quelque chose d'autre, mais je suis issu quand même d'une éducation de rigueur. Mon grand-père et ma grand-mère m'ont vraiment, avec beaucoup d'humilité, de recul, nous ont vraiment bien éduqués. Parce que mon grand-père était ancien combattant. Ah, super. Voilà. Il a fait la guerre d'Indochine, Algérie. Il était dans le camp de Turoy au Sénégal. Il a dû te raconter des anecdotes à ce propos. Pas mal. Laquelle t'est restée en tête là? En tout cas, lui, il était médecin infirmier des armées. Ok. Caporal-chef. Donc, même comment il s'appelle ton grand-père? Il s'appelait Père son âme, caporal-chef CI bientôt. C'est mon grand-père. CI quoi? CI. Bientôt. Ah, comme pas bientôt. Voilà. Bientôt. C'est bientôt. Ouais, les anecdotes qu'il a dû te raconter lors de ces... Non, mais même ce qu'il a raconté, c'est qu'il avait son frère également qui n'a pas pu partir. Et c'est lui qu'ils ont pris. Et il dit, dans leur Jésus là, en tout cas, leurs papas sont des puissants moraux, des puissants, des durs gars Mystique. De la tradition. Mystique. Donc ils ont des trucs, ils font même quand les... Ils sont protégés mystiquement. Oui, bon, par les esprits, en tout cas, par leurs ancêtres. Donc quand les colons venaient les chercher là, et il y a des trucs, s'ils font des capas ou bien des choses, ils font, le gars, il peut être valide, un bras valide, mais ils vont le laisser, laissez-lui là, prenez-lui là. Laissez-lui là, prenez-lui là. Donc, son frère est resté. Son frère, lui, il est parti à la guerre. Son frère est resté, mais après, ils ont pris son frère. Lui, il a fait les travaux forcés. Construction des rails, tout ça. Donc, lui, ma maman même, elle est née au Sénégal, à Thiès. Ah ouais? Oui, ils sont venus au village. Ils sont venus à Abidjan. C'est dit, mais le vieux, quand tu es venu à l'époque, toi, tu es venu à Abidjan, là. Il fallait rester, il y avait terrain cadeau. Il y avait travail partout. Tu veux aller au village pour faire quoi? On dit, non, il est parti faire... Il faut qu'il revienne au village pour qu'on sache que c'est un héros. Il est parti à la guerre, il est revenu vivant. Tout à fait. Et il est venu au village, l'accueil, le respect, et puis la forêt, les terres de ses Tu sais, en fait, parents. ce qui est intéressant dans ce genre d'échange, et surtout avec toi, il y a tellement de belles choses à raconter. Non, si Vieux était resté à Abidjan, allait là comme ça, là, tu ne peux pas tirer un mois. On allait te briller. Mais comment ça se fait que ta maman naisse à Thiès, au Sénégal? Non, et mon grand-père et ma grand-mère avec qui j'ai vécu, ils sont mariés légalement.
Ma grand-mère est partie le trouver, comment on appelle? Il a fait partie, quand ils se sont basés à Thiès, quand on les a, comment on dit même? Quand ils ont Quand la guerre a pris fin, on les a regroupés dans le camp de Tiroy. Ma grand-mère qui était ici, parce qu'ils ont fait, je pense que des années là-bas, hein, elle est partie derrière lui. Il a fait venir. Waouh! Ouais. Une belle histoire d'amour. Oui, ils se sont mariés légalement, tout là-bas. Et ma maman même est née là-bas. Et c'est après. Elle t'a raconté un peu ces années sénégalaises, ta maman? C'est ma grand-mère qui me parlait un peu souvent. Sinon, ma maman, comme j'ai dit là. Ouais, vous n'aviez pas ce genre d'échange, vous n'aviez pas cette complicité quelque part. Ma grand-mère qui me racontait des histoires. Qu'est-ce que ta grand-mère t'a dit à ce propos? Tu t'entends, quand je me plaignais un peu du grand-père, il est trop soldat, hein, nous. Il nous réveille à 5 h du matin. Oula, un garçon dort pas trop, levez-vous, tout ça. Donc, elle disait, ne sais pas de sa faute, vous savez ce qu'ils ont vécu. Et au Sénégal, là-bas, au camp, on les réveillait à telle heure. Et je ne sais pas comment on peut dire, cette rage-là, cette habitude est restée sur lui. Et que c'est pas facile. En tout cas, elle me parlait un peu, mais comme j'étais un peu plus petit. Cette rigueur qu'il a pu avoir de toutes ces années de militaire, c'est devenu quelque part une déformation professionnelle. Familiaux de façon militaire au village là-bas. Et il était médecin des armées, infirmier, pardon. Au village là-bas, on l'appelait docteur. Et avant, là, il y avait les caillards piqûres. Docteur CI bientôt. Voilà. Donc, il partait faire des piqûres. On l'appelait dans les villages pour faire des piqûres. Non, je l'accompagnais, c'est moi qui chauffais. Avant, c'était les seringues. Il avait les gamelles militaires. Les seringues, avant, on les mettait au feu, on chauffait à combien de degrés bouillis pour stériliser. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, je le suivais, je prenais sa sacoche de militaire, son paquetage, où tout est dedans. Quand on partait dans le village, il me dit, je donne le malade est là. Je coupe coton et lui donne. Si on devait écrire un ouvrage sur toi, c'est clair que. Je crois que tu as déjà écrit un ouvrage sur toi, non? Oui, j'ai écrit. Mais moi, dans l'ouvrage, il y a un chapitre que j'aurais intitulé Le magnifique et son grand-père. Oui, cet ouvrage, ton ouvrage que tu as écrit, je ne l'ai pas lu malheureusement. Est-ce que tu as parlé de cette partie-là? Là, c'est le dernier que je suis en train d'écrire. C'est dans celui-là que je suis en train d'écrire tout. Ça, c'est mon autobiographie. Sinon, les deux premiers, ce n'étaient pas des choses concernant la famille. C'était le premier, c'était, je sais que c'est le médicament. Voilà, le médicament. Ça, c'était un cocktail d'humour, de blagues et tout et tout. Voilà. Et puis le deuxième, attends, je vais me rappeler le nom tout à l'heure. Et puis on est en train à fond sur le troisième en ce moment, qui est mon autobiographie où on parle de. Tu l'écris avec qui? Louis César Bancé. Ok, ouais, le petit frère Aristide Bancé, ouais. Voilà. Très bon écrivain, ouais. Voilà. Un garçon qui est très productif, qui écrit super bien. Voilà. Mais quand je vois un peu ta trame existentielle, professionnelle, narrative, ça ressemble forcément à celle d'Adama Daiko, qui lui aussi a écrit pas mal d'ouvrages. Effectivement. C'est un modèle. Tu t'es inspiré de lui quelque part? Beaucoup, beaucoup. C'est même pas quelque part même. Dans la vie, quand tu veux commencer quelque chose, Kylian Mbappé, il rêvait sur Cristiano Ronaldo. Tout à fait. Il y a d'autres enfants aujourd'hui qui ont rêvé d'être comme Yaya Touré, Drogba, Messi et bien d'autres. Donc nous, quand tu veux démarrer l'humour, il y a des grands frères qui te font rêver comme Adama Daiko, Zongo Etao. À l'époque, on avait beaucoup de le doyen Gou, on a beaucoup de personnalités. Mais Adama Daiko, il m'a marqué personnellement parce que il a ouvert l'humour ivoirien sur le monde extérieur. Tu vois, avant, on faisait un peu de local. Adama Daiko est venu avec un français soutenu, avec des rimes, décortiquer la politique, la gouvernance, un peu l'Afrique et tout. Sincèrement, vu qu'on parle d'Adama Daiko, voilà. Il est tellement inspiré, ce monsieur. Ouais. En 2001, lorsqu'il venait ses sketchs audio avec Tatiana de Makansira, voilà. Kébé Mamadou, voilà. Toute sa clique. Koloko Gia. Merci. Ouais, non, ils étaient très inspirés, les gars. Ils avaient un locodrome avec Tonton Bouba. Tout à fait. Et puis, à un moment, les dîners gala en Côte d'Ivoire. Lorsque tu écoutais ça, tu avais quel âge, toi?
Oh, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, je devais être dans la vingtaine, hein, quelque chose. J'imagine que tu dois être collé à ton poste transistor. Quand je fais au football comme ça, j'ai poste à l'oreille tous les 16h, 15h à l'Ocodrome. Ne peut pas manquer. Donc, tu as pu payer ses premières cassettes, comme on le disait, oui, ses premières productions discographiques qui étaient distribuées par Showbiz avec Constant Nangono, Claude Bassolé et autres. Tout à fait. Tu avais tout ça? On avait ça. On ramenait ça à un stylo, à un petit crayon. Ouais. Les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas connaître le goût de ça. C'est clair. Donc, vraiment, il m'a beaucoup marqué. Et après, c'est par rapport même, je ne sais pas si c'est Dieu qui fait les choses, grâce à son Fira, que j'ai été révélé aussi. Oui. Ma première grande scène, c'est vrai que j'animais dans les premiers espaces Zouglou en Côte d'Ivoire comme Chevier Gazeur, comme ça, tous les vendredis. J'animais, animateur, présentateur. Et après, j'animais chez Aimé Zébier à l'internat pendant plusieurs années. Mais... On va y arriver, mais on va reprendre le cours de notre échange. Franchement, oh wow, il y a tellement de choses, tellement de belles choses à raconter. Le magnifique, malheureusement, ta carrière de footballeur s'arrête avec cette blessure. Oui. Et en ce moment, tu as une année de BTS, c'est ça? Oui. Tu as pu avoir ton BTS? Oui, je l'ai eu. En gestion commerciale? Tout à fait, j'ai eu le BTS. Tu as pu faire des stages quand même? J'ai fait un stage pour valider. Voilà. Et puis après, je ne me suis plus trop intéressé à aller chercher du boulot comme ça. Pourquoi? Parce que ton stage ne t'avait pas marqué positivement ou c'était dû à quoi? Je me disais que je pouvais encore rattraper avec ma blessure. Je me disais que... tu avais toujours cet espoir de continuer à jouer au foot? Ouais, 3-4 mois, je me disais que le genou, ça pouvait aller. Donc ça fait que, attends, après le travail, là, il y avait des demandes après. Donc, j'ai fini la soutenance, de valider, j'étais là, j'avais espoir, je partais m'entraîner un peu en cachette, un peu. Ton stage, tu l'as fait où? J'ai fait à la Sodeci. Ok, voilà. Super. Donc, quand j'ai fini, je me suis dit, bon, j'ai toujours espoir, mais après, au fur et à mesure que les mois passés... Vu qu'on parle de Sodeci, je vais faire une petite parenthèse. Et je pense que c'est l'occasion de manière officielle de parler de ça, mais de savoir qu'à Abidjan, ici quand même, on coupe de l'eau dans des zones, des quartiers sont privés d'eau pendant 4-5 jours. Toi, tu as fait ton stage à Sodeci. Comment est-ce que tu peux... Quel commentaire tu peux faire de ça? Non, on peut dire qu'il y a des choses qui arrivent techniquement. Hein, il y a la technique. Mais il n'y a aucune communication là-dessus. On ne prévient même pas ces zones. Non. Pendant 4-5 jours, des gens sont privés d'eau. Même s'il y a des travaux, on peut quand même communiquer là-dessus. La Sodeci communique. Wow, moi, j'ai été voir sur les pages Facebook. Ce dont je parle, c'est des choses que j'ai vécues. Ça m'a un peu... On t'envoie SMS dans ce secteur-là, le courant sera interrompu. Attends. Ou bien sûr. Enfin, peut-être que la communication est mal drivée. J'ai pas envie de communiquer j'ai pas envie de critiquer leur système de com, mais j'avoue que honnêtement, c'est rarement que les gens communiquent sur ce genre de faits. Je vais dire, les capacités de production n'ont pas souvent beaucoup évolué, mais la population se multiplie. La démographie augmente. Avec tous les fleuves qu'on a, tous les barrages qu'on a. Tiens, c'est pas un fleuve seulement qui fait. Tu peux être dans l'eau et puis manquer d'eau. Vu que toi, tu as fait ton stage à la Sodeci, il faut nous édifier un peu. Ça peut servir. Le poisson est dans l'eau, mais souvent il transpire, il a soif aussi. Ouais, au-delà de cette thème d'humour-là. Objectivement, quand tu as fait ton stage, voilà, quelle explication on a pu te donner avec ce genre de coupure qu'on vit très souvent? Il y a longtemps que je fais mon stage. Quand je faisais mon stage, il n'y avait pas ce genre de problème. Il y a tellement longtemps. Mais je veux dire mon avis personnel en ce moment. C'est vrai que ces entreprises-là connaissent beaucoup de problèmes. Voilà, mais souvent il faut les comprendre parce que avant, il y avait un certain nombre de populations bien définies en fonction desquelles les gens avaient des appareils bien déterminés. Avec la crise, avec l'exode rural, les gens ont quitté l'intérieur pour venir en ville. Avec les gens qui quittent l'Europe pour venir s'installer à Abidjan, d'autres en Afrique. Abidjan a connu une démographie explosive. Donc ça coupe, il faut financer pour augmenter la capacité de production des machines, de tout ce qu'ils ont. Et vous voyez que ce n'est pas seulement qu'il faut faire. C'est vrai que ça fait, comment dirais-je, ça cause du tort aux populations quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas d'électricité. Mais de leur côté aussi, je ne pense pas qu'un commerçant, que ce soit son intention de priver son client de marchandises, mais des produits. Donc je ne les défends pas, mais j'essaie d'expliquer à ma manière selon les choses que je vois. Sinon, les populations que nous sommes aussi, on a besoin d'énergie, on a besoin d'eau à tout moment. Mais si ça arrive, il faut essayer aussi de comprendre un peu.
Parfait, c'est tellement bien dit. Bien fait. Je suppose que tu es allé voir Dominique Khalif, qui est le directeur de la communication, je crois bien, à la CIE, pour ton prochain concert le 15 octobre. Oui. En tout cas, il vous a tellement bien défendu, là, il a tellement bien expliqué. Dominique, juste un coucou à travers cette interview. Essayez de soutenir, magnifique. Il a fait son stage à la SODECI et il arrive à bien expliquer, à comprendre que bon, c'est vrai qu'en tant que commerçant, mais les gars, essayez quand même de communiquer de temps en temps. Ouais, c'est juste un coucou. C'est un ami, un frère, Dominique Khalif. Ils sont en train de faire un effort pour pallier à tout ça. Chaque jour, ils font des efforts. Et ça, parfait. ça. Tu finis ce stage, tu soutiens, voilà. Et après, tu te dis non, j'ai toujours espoir de reprendre le foot. Parce que quand je vois encore les footballeurs, mon cœur, il dit, mais non, attends, j'ai peu. Mais quand je vais, j'accélère, ça ne va pas. Je vais dans des clubs, ça ne va pas. Et vers la fin, je n'ai pas eu de boulot, je n'ai pas fait de demandes de travail et tout. Et malheureusement, encore le football, je ne peux plus parce que le genou, ça ne va pas. À force de forcer, d'essayer, je n'ai pas un traitement adéquat parce que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de trucs. J'ai fait des traitements approximatifs. Mais au-delà de ça, toi, tu ne voulais pas faire d'opération parce que tu t'es dit que tu n'allais plus avoir l'usage de ton genou, alors que ça aurait été la solution quelque part. Je ne sais pas si j'ai mal fait ou bien fait, mais effectivement, ce que tu as dit, je n'ai pas voulu faire parce qu'on disait que, Joe, ici, là, si on opère ton genou, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a un bon docteur de ça? Est-ce que tu pourras rejouer comme avant? Tu pourras accélérer, freiner brusquement, pivoter, faire les feintes, tout ce qui a pu frapper? C'est que le genou est l'appui le plus important quand tu es attaquant pour accélérer, pour feinter, crocheter, frapper, tout ce qu'il faut, c'est ton genou. T'as vu, c'est un très bel ouvrage. Hein. On va passer au chapitre humour tout à l'heure. Mais avant de refermer le chapitre... footballistique ou bien... Tout à fait, merci. C'est ce qui t'emmène à avoir pas mal d'acquaintances, pas mal d'amitié avec des footballeurs, c'est ça? Oui, il y a ça. Parce que le football aussi, qui est l'une de mes passions, de ma passion. Et eux aussi, ils aiment l'humour et ce que je fais, l'humour, la musique, un peu tout. Donc c'est comme si on s'était croisés. Moi, je donnais le rire, l'humour, parce qu'ils se battent fort dans les clubs là-bas. Les footballeurs avec lesquels tu as eu des amitiés très très poussées, c'est lesquels? Déjà, on va dire Gradel, Mas Gradel. Ouais. C'est quelqu'un avec qui on a été vraiment beaucoup en contact. Il y a eu Drogba, Gervinho. Voilà. Il y a des footballeurs locaux aussi ici également, Aristide Bansé. Ok. Voilà, Bansé aussi, il a été international quand même. Oui, bien sûr. De Mayence. Mayence, il est parti il a tourné un peu. En Belgique, je sais pas, un peu partout. Il a commencé par la Belgique, après l'Allemagne. Après l'Allemagne, il est parti en Turquie. À un moment, il était... il n'a pas joué en France aussi également, je ne sais pas, je ne sais plus. La France, il devait signer un moment à Metz. J'étais informé de cette histoire, il n'a pas pu signer parce que c'est un très bon ami à moi, c'est clair. Qu'est-ce qu'il a fait? Justement, quand tu ces amitiés-là, que ce soit avec Bansé, avec Gradel, Drogba, quelle est laquelle de ces amitiés avec ces footballeurs-là qui t'a marqué? Laquelle des amitiés? Je dirais Gradel, parce qu'on a été encore un peu plus proche sur beaucoup de choses parce qu'il aimait même l'humour que je faisais. Souvent même, quand ça arrivait, quand j'avais mes spectacles à faire, souvent que j'étais à lui, je répétais, il me donnait des idées, on échangeait et vraiment il aimait beaucoup et il voulait même faire la musique. Il avait besoin d'acheter du matériel de studio pour faire un home studio chez lui. Tout ça, j'étais avec Angelo Basta et vraiment, à Abidjan ici encore, mon arrangeur Paché, avec qui je travaille, quand il venait, je le faisais venir chez Paché, on travaillait, il voulait apprendre la musique, et puis, en tout cas, il était... Vous avez dû vivre beaucoup de choses, mais un fait marquant dans cette amitié que vous avez entretenue pendant de longues années, le fait marquant. Le temps que je parle, tu vas te rappeler un peu. Parce que je sais que vous êtes restés ensemble pendant longtemps lorsqu'il était à Saint-Étienne. Oui. De Saint-Étienne, après, il est parti en Angleterre. Oui. Après l'Angleterre, je crois, il est revenu en France. En France, oui, à Toulouse, oui. Voilà, à Toulouse. Et là, maintenant, il est en Turquie, à Sivasspor, je crois bien. Tout à fait. Toutes ces années-là, réfléchis, tu cherches un peu. Un fait marquant. Peut-être un voyage que vous avez fait, peut-être un séjour qui t'a offert, lors de l'une de ces vacances aussi, quelque chose de très fort que vous avez dû vivre. C'est quoi? Un fait marquant, en tout cas. Mais le fait, il y a eu plusieurs, mais bon. Oui, plusieurs. Donc, vas-y, deux, trois faits marquants. Nos premiers contacts, quand je partais jouer pour la première fois dans un espace à Paris,
en 2011, en 2011, et qu'il était dans la boîte également. C'était ma première fois de jouer. C'est là que on a échangé. Il voyait déjà mes prestations sur les réseaux. Et ce jour-là, ils étaient dans la boîte quand je devais prester avec Yves Amand de Bordeaux comme manager à l'époque. C'est-à-dire quoi, à la Piedra? Oui, à la Piedra, oui, à la Piedra. Soit à la Piedra ou l'Atlantis, parce qu'il y a eu c'est la Piedra. Ah, ok, parce qu'il a pris l'Atlantis avec. Quelque chose, Billet. Ouais, c'est ça. Voilà, Billet. Donc, Gradel était là, Cadet était là, il y avait d'autres joueurs, tout et tout. Après, il m'a félicité. Quand il a fini de jouer, il m'a donné même sa carte de visite, tout son numéro, tout ça. C'est là que la rencontre se fait. C'est-à-dire, il vient suivre ton spectacle à Paris, voilà. Parce que quand on parle de la Piedra, c'est à Paris. Voilà. C'était une boîte de nuit, il y avait les soirées les dimanches avec Yves Amand de Bordeaux, Billet, Patron Vénance. C'était un peu, voilà, les soirées de dimanche. Voilà. C'est ça. Et c'est là qu'on a fait connaissance. Il a aimé mon spectacle, il avait déjà vu mes vidéos déjà auparavant, tout ça. Et c'est là qu'on a échangé, il m'a donné son numéro. Et donc, c'est là qu'on a changé de contact et il m'a dit il est à Saint-Étienne et que si j'ai un bout de temps de venir à Saint-Étienne. J'ai dit ok, demain si je me réveille l'après-midi, parce que les prestations là-bas c'est au petit matin. Tout à fait, 4-5 heures du matin. Ouais. Voilà. Donc, on sort de boîte à 6h, 7h carrément. Voilà. Quand je me réveille l'après-midi, j'ai fait un testo, tout et tout, et puis il n'y a pas de souci. Et je me suis réveillé, je lui ai fait un testo, il m'a répondu. Et il m'a dit de venir à Saint-Étienne. Il dit quelqu'un même, c'est la première fois ici à Paris. Où j'habite même, je ne connais pas le nom. C'est Saint-Étienne, mais c'est que je suis perdu. Tu ne peux pas envoyer un hélicoptère pour venir me chercher. Il m'a dit non, si tu as quelqu'un, si tu as ton gars, voilà ce qu'il faut faire. Je te prends des billets en ligne. Tu vas à la gare de Lyon. Tout à fait. Ton train, il ne faut pas descendre à Lyon, Pardieu, il ne faut pas descendre. Tu descends à Saint-Étienne, Château-Creux. Donc, mon gars, mon ami, je lui ai expliqué. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Il a Marius Omayou, qui est mon manager aujourd'hui, représentant du côté de l'Europe. Ouais. Il a tiré les billets. Très belle amitié. Ouais. Voilà, donc c'était là aussi que Marius Omayou, on est parti. Il m'a accompagné à la gare de Lyon. Il m'a dit monte, tu vas arriver à Lyon, Lyon-Pardieu. C'est ça. Ne descends pas. Va, il y a Saint-Étienne. Saint-Étienne, il y a une autre gare de Saint-Étienne, c'est pas là-bas. Où ils vont dire Saint-Étienne, Château-Creux, tu descends là-bas. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, tu descends là-bas. Je suis parti, je suis monté dans un truc là, je suis là comme ça, il regarde du cas, Lyon, Pardieu, 0. Lyon, Perrache. Ouais, c'est ça. À Lyon, il y a 2 gars. Il y a la Pardieu, puis il y a Lyon, Perrache, ouais. 0. Ouais. Ceux qui regardent là, les gars de UTB, c'est pas nos fautes. On est en train de parler de. Hein? Là, c'est le train, c'est le TGV. Voilà, on parle de vous voyez, mode diapromate nucléaire sous haute tension. C'est Jésus. Ouais, vas-y, là, tu arrives à Saint-Étienne, ouais. Je l'ai appelé avant de venir, il dit ok, il n'y a pas de souci. Il finit l'entraînement à l'heure de mon arrivée, c'est en fonction de ça qu'il a pris le billet, parce qu'il connaît l'heure d'arrivée. Chaque station, il y a. Je suis à tel niveau, il dit je sais. Je suis ici là. Oui, parce qu'il a les horaires, ouais. Voilà. C'est ça. Il savait qu'à telle heure tu allais arriver à Lyon, tout et tout. Et c'est comme ça qu'il m'attendait. Je suis arrivé, il est venu me chercher. J'ai dit, quand lui-même venait comme ça, il faut voir les blanches là. Regardez, Max, si je peux avoir une photo avec lui. Donc moi-même, le villageois qui vient, il faut me voir, il me sent plus à côté. Tu te rends compte de sa popularité, de sa célébrité aussi, à Saint-Étienne, ouais. Oui, et moi aussi, il a tapé à Sof, il faut l'indiquer, moi, je joue au Qatar, je suis ton grand frère. Ils m'ont fait photo avec moi, je joue au Qatar. Tu as voulu twister un peu sur l'heure de gloire de l'instant présent quand même. Parti, mais oui. On est parti à la maison, il m'a fait visiter la maison. Il m'a demandé si je voulais rester à la maison ou bien il dit non, à l'hôtel. Moi, je préfère rester à l'hôtel parce que moi, je n'aime pas trop indisposé. Donc, on a passé la soirée, il m'a déposé à l'hôtel. Le lendemain, à 7h, on est parti à l'entraînement. C'est là-bas que j'ai connu Bayal Sall, Aubameyang. C'est ça. Ils étaient à Saint-Étienne.
Et le jour qui suivait, Magic System jouait aux Zénith de Saint-Étienne. Tout à fait. On est parti. C'était en 2012. Voilà, en 2012. J'y étais. Voilà. J'étais avec eux. On est parti aux Zénith de Saint-Étienne. Je ne sais pas si tu avais vu. Ils nous ont on est monté sur la scène. Ouais. On m'a présenté en tant que nouvelle recrue de Saint-Étienne. Ils ont présenté Kitambala. Ils ont présenté Bayal. C'est ça. Ils ont présenté, voilà, Mas Gradel. Et ils ont présenté le magnifique, la nouvelle recrue. Il y a une fille blanche qui m'a dit, lui, elle, c'est narine là. Lui, là, c'est celui qui joue. Arrête, tu sais comment je suis arrivé ici. Ça, c'était vraiment des belles expériences. Ouais. Après, on a gardé notre amitié. Quand je suis de passage en France, je vais le voir. Il vient à Abidjan, il passe me voir. Et voilà, ma maman, elle avait une buvette. Quand il venait au garage là-bas, ça créait le meute. Gradel est venu voir la maman, dit magnifique. En tout cas, vraiment, c'était vraiment, c'est un gars vraiment bien. C'est un gars très bien.